Bonsoir et bienvenue dans Univers Médecin, l'émission mensuelle de la CSMF. Nous allons parler ce soir d'un sujet largement médiatisé depuis désormais plusieurs mois et qui illustre les dysfonctionnements de notre système de santé, la crise des urgences. Et nous allons parler pour dire que si cette crise était grave, si les réponses du gouvernement ne semblent pas pouvoir l'apaiser durablement, même si Emmanuel Macron vient de déclarer qu'il allait remettre des moyens, nous avons, nous, les médecins libéraux, des solutions à proposer. Nous avons toute notre place dans l'organisation de la prise en charge des urgences et des soins non programmés, et nous tenons à le rappeler. Pour dire ce que peuvent faire les médecins libéraux pour qu'on sorte de cette crise, pour dire aussi quelles sont les conditions pour que notre action soit efficace, nous accueillons ce soir le docteur Stéphane Attal, médecin généraliste dans le Doubs. Bonsoir. Bonsoir. Et le docteur Pierre-Henri Jouan, président de SOS Médecins. Bonsoir. Bonsoir. Avant d'aborder ce sujet très chaud, faisons d'abord, comme chaque mois dans Univers Médecin, un tour rapide des autres sujets de l'actualité de la santé. La grogne des labos. Plusieurs mouvements de grève ont été organisés, en particulier la semaine dernière, sur tout le territoire, avec l'impossibilité pour de nombreux patients de faire réaliser des examens complémentaires. Pourquoi ? La profession s'élève contre des économies demandées à hauteur de 170 millions dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2020, ce qui fait courir un risque de fermeture pour de nombreux laboratoires de proximité. Les médecins libéraux comprennent la colère des biologistes et soutiennent leur mouvement. Nous attirons l'attention des pouvoirs publics sur la place incontournable de la biologie médicale dans la bonne prise en charge d'un patient. Mettre en difficulté de nombreux laboratoires aurait des conséquences importantes pour les médecins et pour les patients. Un accès aux laboratoires de biologie moins facile, une augmentation des délais de rendu d'examen, notamment ceux qui sont urgents, avec un risque d'encombrer encore plus les services d'urgence. Autre mesure liée au PLFSS, la possibilité pour les pharmaciens de faire réaliser le test permettant de savoir si une angine est virale ou infectieuse, afin d'éviter les prescriptions inutiles d'antibiotiques. Cette décision pose la question de l'évolution des métiers de la santé, en particulier celui du médecin. L'exercice du médecin a beaucoup évolué et continuera à se transformer dans les années à venir. Mais la délégation des tâches s'organise entre les médecins et les autres professionnels de santé, et non sans eux. Elle ne peut pas être décidée par des députés ou au hasard d'un plan ministériel. On ne peut pas continuer à le découvrir dans la presse. Ceci n'est plus tolérable. Après la vaccination, le TROD, la cystite, la lombalgie, l'entorse, le médecin généraliste n'aura plus que des consultations longues, complexes, qui ne peuvent pas rester à 25 €. La CSMF a demandé à la CNAM d'ouvrir des négociations pour revoir les tarifs des consultations. Autre sujet, le PLFSS d'ailleurs va dans son ensemble être impacté par les mesures mises en œuvre pour répondre à la crise des gilets jaunes qui font repasser la sécurité sociale dans le rouge. Et on peut se demander si, malgré un Ondam maintenu, la santé ne risque pas de faire les frais du besoin pour le gouvernement d'assurer le financement de ces mesures sociales qui n'avaient pas été anticipées. Revenons au sujet de cette émission. Cette crise des urgences, au sujet de laquelle on débat beaucoup des moyens accordés aux hôpitaux pour faire face à l'afflux des patients. Mais n'est-ce pas une vision un peu étroite du problème ? Comment agir avec les autres acteurs, les médecins libéraux, les établissements hospitaliers privés ? La première question, je la poserai au patron de SOS Médecins, par définition en première ligne dans la réponse aux besoins de soins non programmés. Combien de consultations urgentes, en moyenne, réalisez-vous chaque jour et quels sont les principaux motifs de ces urgences, que ce soit des urgences vraies ou pas, en tout cas des urgences ressenties ? Sur le plan national, dans l'ensemble de nos 63 associations, nous réalisons, selon la saison et les périodes épidémiques, de 10 à 13 000 actes par jour.
Nous avons une activité qui est à l'année, pour vous donner un exemple, qui concerne plus de 560 000 personnes âgées de plus de 70 ans. On est dans des ratios environ de 30% de pédiatrie, d'enfants de moins de 8 ans, moins de 6 ans, selon les zones. Et donc voilà, on est sur une activité, oui, en moyenne de 10 000 actes par jour. Ça fait combien en millions de consultations, d'actes dans l'année? Alors les chiffres, 4 chiffres. Nous prenons en charge 6 300 000 appels téléphoniques dans nos centres d'appel, qui sont interconnectés avec le 15, qui amènent à l'ouverture de 4 200 000 dossiers médicaux, pour aboutir à 2 700 000 visites, 1 100 000 consultations dans nos points fixes, et près d'1 million de conseils téléphoniques. Voilà le volume que nous représentons. Rappelons, d'après une étude de l'adresse, que nous estimons que les médecins libéraux font à peu près 12% de leur activité en soins non programmés, c'est-à-dire quelque chose autour de 30 millions par an, versus les 21 millions de passages aux urgences hospitalières. C'est pas inintéressant de rappeler ces chiffres, parce qu'on voit bien que les Français, lorsqu'ils ont un besoin de soins non programmés, une urgence ressentie, s'adressent à différents acteurs. Et malheureusement, on oublie beaucoup. Est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où l'activité est beaucoup plus importante ? Alors, toute la période qui va arriver, qui concerne l'enchaînement gastro-entérite, bronchiolite et grippe, donc qui sont des épidémies qui s'éteignent l'une l'autre, mais qui se suivent en fait dans la temporalité. Donc effectivement, de novembre à fin mars, on a une activité très soutenue. Mais en complément de ce que vous expliquez, Jean-Paul, c'est que on a bien ressenti, et mon collègue généraliste installé vous le dira aussi, j'imagine, l'augmentation de l'activité des soins non programmés au niveau de tous les acteurs de la santé. Les structures SOS Médecins ont vu sur les 10 dernières années une augmentation de plus de 45% de l'activité de ce qu'on appelait la continuité des soins, l'heure d'ouverture des cabinets. Ce qui veut dire et qui est lié en fait... qu'il y a 10 ans, vous aviez une activité qui était pratiquement à la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui, oui, Pierre-Henri Jean. Elle était, il y a une dizaine d'années, on avait 40% d'activité en moins en journée, à l'heure d'ouverture des cabinets. Cette explication, elle a été étudiée. On sait qu'elle est d'une part... Vous couvrez l'ensemble des 24 heures ? 24 heures sur 24, oui. Partout ? Partout. Dans toutes vos antennes SOS ? Toutes nos antennes. On vous fait souvent le reproche d'intervenir uniquement dans les grandes villes. Quel est votre maillage actuellement ? Vous n'êtes pas dans les milieux ruraux, ce qu'on peut comprendre vu la demande moindre, mais ça représente quoi au niveau de SOS aujourd'hui ? Alors, nous couvrons, donc il y a 63 associations regroupées en une fédération. Nous couvrons 64% de la population française. Les 2 tiers, quoi. 90% des villes de plus de 100 000 habitants. Effectivement, il faut des conditions pour avoir une association SOS Médecins. On s'inscrit en complémentarité des systèmes existants. Combien de médecins par association ? Alors, il y a aujourd'hui à peu près... En moyenne, selon si on prend en compte nos remplaçants, environ 1300 médecins qui travaillent au sein de la fédération, et avec des effectifs qui augmentent en saisonnalité selon les remplacements effectués. Voilà, oui, et pour répondre à votre question, effectivement, il y a des zones, on est en complémentarité, il faut qu'il y ait un maillage de soins présent. On a eu des auditions avec des députés qui nous disaient, mais pourquoi vous ne vous installez pas sur le plateau de Millevaches ? Et je dis, mais j'aime bien cette région, mais on ne peut pas mettre 3 médecins d'SOS là. Il faut qu'on puisse renvoyer auprès du médecin traitant, que des examens complémentaires soient réanalysés. On n'est pas un médecin traitant. Il faut qu'il y ait du paramédical, de l'infirmier, du kiné, des spécialistes à peu près joignables dans un temps et un délai de route correct. On ne peut pas parachuter une antenne comme ça. Il y en a d'autres qui le font à votre place. Docteur Stéphane Attal, vous êtes installé à Sonne, dans le Doubs. Dans le Doubs, une petite commune à côté de Besançon. À côté de Besançon. C'est de la ruralité ou c'est de l'urbain ? C'est semi-rural. Vous avez SOS ? Besançon, oui. Moi, non. Comment vous faites pour prendre en charge les soins non programmés et les urgences ? Je me suis organisé avec mes confrères de terrain. Et vous couvrez 24 heures ? On couvre, on va dire déjà 12 heures. Et les autres 12 heures, c'est dans le cadre de la permanence de soins. On est d'astreinte à tour de rôle sur notre secteur pour pouvoir couvrir le nictémère complet. Ce qui veut dire que dans votre cabinet, vous travaillez de 8h à 20h. 8h, 20h. C'est lourd, non ?
C'est une habitude. Samedi matin aussi? Oui. J'ai vu que la CSMF, les généralistes CSMF, demandent à ce que ces périodes soient un peu raccourcies, ce qui n'est pas illogique, parce que ça fait quand même beaucoup comme temps de travail potentiel pour un médecin libéral. Donc vous souhaitez que ça soit raccourci à 18h et que le samedi matin rentre dans la permanence des soins, si j'ai bien vu. Dans la permanence de soins, ça serait une très bonne chose. Sauf que le président de la République voulait qu'on ouvre jusqu'à 22h. Ça va être compliqué quand même. Ça va être très compliqué de pouvoir, on va dire, garantir, entre guillemets, la performance du médecin sur le terrain jusqu'à ce créneau tardif. Alors, vous disiez que vous étiez organisé en permanence des soins. On fait souvent le reproche qu'il y a des trous dans la raquette, qu'on manque de médecins pour la permanence des soins. Il y a des exemples où il faut passer à des réquisitions, il n'y a personne la nuit. Comment ça se passe chez vous? Chez nous, depuis la mise en place de la permanence de soins, selon les nouvelles procédures, ça se passait très bien. Jusqu'à ce que l'on décide, entre guillemets, de nous marier avec la Bourgogne et de nous mettre sous la coupe de l'ARS bourguignonne. En Bourgogne, ils ont eu beaucoup de trous dans la raquette dans le cadre de la permanence de soins. Ils ont essayé de faire tant bien que mal fonctionner un système qui est devenu de plus en plus chronophage et de plus en plus difficile humainement à gérer pour les praticiens, donc ils ont de moins en moins de volontaires. Dans le dos, nous, on a éduqué nos patients en ruralité à, entre guillemets, user du médecin de garde avec parcimonie et vraiment qu'en cas de nécessité. Ça se passe très bien. Il y a de moins en moins d'actes en nuit, et surtout en nuit profonde, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ARS, pour des questions budgétaires, a décidé d'arrêter la permanence de soins dans les zones rurales en nuit profonde de façon arbitraire. L'exemple que vous donnez est très intéressant parce qu'on fait souvent le reproche à la médecine libérale de se désengager des urgences, en particulier la nuit en nuit profonde. On voit bien que localement, ce n'est pas forcément les médecins qui se désengagent, c'est l'ARS qui, pour des raisons budgétaires, se désengage dans le financement, ce qui revient effectivement à démobiliser les acteurs. Vous aviez des problèmes de recrutement? Les jeunes générations s'y mettent aussi? Les jeunes générations restent tout pleinement volontaires à participer à la permanence de soins. Les anciennes générations restent avec leur cœur d'astreinte pour répondre aux besoins de la patientèle. Les médecins dans les 8 secteurs sont tous volontaires pour poursuivre la permanence. Pas de réquisition chez vous? Non. Depuis 2004, 2005, je ne sais plus. Alors, une question indiscrète. On appelle quel numéro pour avoir le médecin? 3966. C'est quoi ce numéro? Un centre de régulation médicale libérale. Alors attendez, moi j'y comprends plus rien. Là, je suis un citoyen français. J'ai le 112 européen, j'ai le 15, j'ai le 116, 117, le combien? 3966. Le numéro de SOS. Il va peut-être falloir mettre un peu d'ordre, non, dans tout ça? Ça serait très bien d'avoir un numéro, entre guillemets, qui puisse router directement sur le système le plus adapté à la situation de terrain pour chaque citoyen. Et alors, mélanger peut-être la santé et le judiciaire paraît compliqué. Par contre, qu'on ait un numéro spécifique santé qui soit après routé en interne, le citoyen, lui, n'a pas à savoir si c'est routé sur un centre de régulation libérale en place ou un SOS médecin, ça me paraît quand même une simple question d'organisation. Je rappelle que les syndicats médicaux et la CSMF en particulier sont très attachés à un numéro, effectivement, pour cette régulation libérale et cet accès au médecin libéral sous forme de 116, 117, mais qui soit effectivement le même partout. Alors, vous donniez un numéro spécifique, ça marche bien au niveau de la population? Elle a été éduquée? On les a éduqués. On a eu du mal, mais on l'a éduqué. Et de mois en mois, d'année en année, maintenant, la patientèle s'est parfaitement adaptée à ce nouveau numéro. Mais il ne faut pas croire, les patients ne sont pas idiots, ils s'adaptent si on leur demande de s'adapter. Ils ont le 15 et le numéro de la régulation libérale. Comment vous faites à SOS Médecins? Vous avez un numéro national unique? Nous avons un numéro national qui est le 3624
Et je rejoins mon confrère, les patients ne sont pas idiots, ils s'adaptent quand ils veulent SOS médecin, ils font le 36-24. Vous souhaitez que ce numéro soit maintenu ou qu'il soit fondu dans un numéro d'appel unique? Bien sûr, parce que comme on vous l'a expliqué, 6 300 000 appels sur nos centres d'appel, plus les 25 millions pris en charge par les CRA 15, on arrive à 31 millions d'appels gérés, sans qu'il y ait tellement de catastrophes, il y en a malheureusement toujours, mais avec quand même une efficacité, une expérimentation et une expérience qui montre qu'il n'est pas insensé d'avoir ces deux numéros. On parlera peut-être plus tard du service d'accès aux soins. On va y venir. Voilà. Mais voilà, oui, nous je sais que c'est un sujet un peu conflictuel. Non, mais notre accessibilité, on va y venir. Notre accessibilité, elle est primordiale parce que, au-delà de la fierté, le patient sait éduquer. Il sait éduquer lui-même, et dans les grandes agglomérations, il compose notre numéro. Lui, il n'a pas besoin d'avoir un 112, un 911, il fera notre numéro. Il y a actuellement, par exemple, en permanence de soins, le 15, libéral ou AMU. Et avec ça, ça fonctionne très bien. Bon, bien sûr que tous les acteurs de santé doivent être joignables par ces systèmes en permanence de soins. C'est le cas. Il y a des zones où il y a un autre numéro qui existe, comme chez mon confrère de Franche-Comté. Mais nous, bien sûr que nous tenons à notre numéro, qui est un numéro national. Parce qu'on s'oppose un peu à l'idée d'un numéro unique, vous voyez. Notre numéro est national au sein d'SOS Médecins France pour l'accès aux soins, mais qui a un numéro national qui chapeaute, je crois que c'est un projet qu'on nous parlera peut-être. Pierre-Henri Jouin, il y a des moments dans la journée, voire dans la semaine, où vous avez des pics d'appels? Oui. À quel moment? On a des gros... Alors les lundis, alors évidemment les week-ends, bien sûr. Oui, mais les lundis, c'est pour tout le monde. Hein. Et, vous voyez, nous sommes dans les statistiques de tout le monde. C'est formidable. Non, mais oui, donc les lundis. Alors, au sein du Nictemer, si vous voulez, il y a un gros pic d'appel de 7 à 10 et de 17 à 20. Et après, on a un flux continu, toujours. Hein. Voilà. Ça, c'est au sein d'une journée. Si on veut détacher en jour de semaine, le lundi bien sûr, le mercredi aussi, beaucoup l'après-midi, et les jeudis. Et on sait pourquoi, mais on sait que traditionnellement, certains médecins ont soit des formations, soit des vacations dans des EHPAD, dans des établissements de santé, et qu'ils la font souvent le jeudi. Et on s'est rendu compte que le jeudi, c'est un jour d'activité augmenté dans nos structures. OK. Au-delà des services comme SOS Médecins, dont nous venons de parler, et ce que font les médecins généralistes avec le docteur Stéphane Attal localement, il y a aussi la place que tiennent les établissements privés, les cliniques. Nous sommes allés en reportage à l'hôpital privé d'Antony, qui est une grosse clinique de la région parisienne avec un gros service d'urgence, où un travail sur l'organisation a été réalisé pour améliorer le fonctionnement des urgences. Un reportage d'Adéline Rénal. 1h23, c'est le temps de passage moyen ce jour-là aux urgences de l'hôpital privé d'Antony. Pour parvenir à une durée si courte, toute l'organisation des soins a été repensée. Suivez mon doigt avec vos yeux. Le docteur Kiliek exerce dans cet hôpital privé depuis 1991. Il fait partie de l'équipe de médecins associés qui a créé ce service d'urgence. Pour lui, c'est avant tout l'organisation qui fait défaut à l'hôpital public. On s'est affranchi des règles de tri qui sont retenus à l'hôpital public, c'est-à-dire que, pour faire simple, à l'hôpital, vous arrivez aux urgences, vous avez quelque chose de pas grave, on vous met dans une case où vous pouvez attendre. On s'est dit, mais il y a le problème, c'est que sur les 100% d'activité aux urgences, il y a 98% de gens qui peuvent attendre et 1,5, il y a 2% de vraies urgences vitales qui demandent une prise en charge immédiate. Donc on s'est dit, on va régler nous d'abord tous ces problèmes de temps d'attente dits longs, en les faisant passer très vite. C'est ce qu'on appelle le circuit court. Pour mettre en place ce circuit court, des boxes de soins répartis par spécialité ont été créées. Médecine, traumatologie, déchocage, et les soignants n'y travaillent jamais seuls. On travaille uniquement en binôme, infirmier-médecin, un infirmier-médecin par secteur, que ce soit à l'accueil, en médecine, en traumatologie, suture. On est toujours par 2. 5 binômes médecins-infirmiers se relaient pour prendre en charge les 250 patients qui entrent ici chaque jour. Ça vous fait pas mal?
Outre le binômage, l'équipe dirigeante a travaillé à minimiser le temps d'attente pour le passage des examens nécessaires à l'établissement du diagnostic. On a travaillé avec l'imagerie médicale pour obtenir des créneaux de prise en charge aux urgences sans délai inacceptable. On a travaillé avec la biologie pour leur demander d'avoir des rendus de résultats qui soient courts. Tout ça, ça a été conventionné. On a fait des écritures, on s'est concerté, on a assuré du suivi et on en arrive à ce qu'on est arrivé. C'est-à-dire qu'on a fait baisser nos temps d'attente aux urgences de façon drastique. Pour cette infirmière, c'est précisément cet effort de rapidité d'examen qui favorise une circulation plus fluide des patients au sein du service. On libère très rapidement nos box en fait. Les patients, s'ils sont valides, vont attendre leur résultat de prise de sang dans une salle d'attente valide. S'il faut qu'ils restent sur leur brancard, on sort les brancards du box, on les met dans le couloir, ils sont sous nos yeux. Et s'ils ont besoin d'examens complémentaires, ils sont tout de suite envoyés sur l'imagerie avec très peu d'attente. Le temps qu'ils passent leurs examens et qu'ils remontent de leur examen, on aura eu les résultats de la prise de sang qui sont aussi très rapides. Et on aura en même temps les résultats de l'imagerie qui est aussi très rapide. Les médecins dans le public, si je peux me permettre, doivent se prostituer pour avoir des imageries. Ici, c'est demandé, c'est fait. Une réactivité qui s'explique sans doute en partie par un mode de rémunération différent. À l'hôpital public, les radiologues, biologistes sont salariés. Ici, ils exercent une activité libérale pour laquelle ils sont payés à l'acte. Pour le docteur Kiliek, cette organisation est toutefois réplicable à d'autres services d'urgence. Ne baissons pas les bras. Il n'y a pas de fatalité à la dégradation de notre activité de la médecine d'urgence. Interrogeons-nous sur la manière dont on hospitalise les gens, interrogeons-nous sur la manière dont sont utilisés les services d'imagerie, de biologie pour obtenir des résultats, pour pouvoir faire du diagnostic aux urgences. Et je pense qu'on aura un bon nombre de réponses qui permettront de nettement améliorer le système. Une réflexion qui pourrait contribuer à améliorer un système en crise depuis des années. On voit que dans les établissements privés, on a en effet travaillé sur l'organisation pour répondre aux besoins des patients dans des délais rapides. Mais cela repose aussi sur le mode de rémunération des médecins. On n'est pas ici face à des praticiens salariés. Pierre-Henri Jouan, quand vous faites face à une urgence qui nécessite une hospitalisation, vous faites quoi? Vous les envoyez où? J'envoie au service hospitalier, public ou privé, puisque je travaille dans la ville de Lyon, avec qui nous avons des partenariats et puis des bonnes connaissances relationnelles avec à peu près tous les services d'urgence hospitaliers et des cliniques qui sont également dotées de services d'accueil d'urgence et de déchocage d'excellente qualité. On a à tout moment, dans toute notre agglomération, possibilité pour orienter un malade. Alors on respecte le choix du malade, évidemment, et puis après, en fonction de la disponibilité, parce qu'on appelle le service où on oriente le patient, s'il me dit, écoute, là, c'est compliqué, j'ai trop de délais, vu ce que tu me racontes, essaye ailleurs, voilà, de gré à gré, on arrive à orienter le malade de façon optimisée. Vous êtes dans quelle agglomération? À Lyon. À Lyon. Voilà. Donc, en fonction, et je sais qu'à Lyon, il y a plusieurs services d'urgence privés et publics, bien évidemment. Exactement. Donc, vous-même faites une orientation en fonction des délais prévisibles de prise en charge? Souvent, les patients sont quand même... ils sont attachés souvent à leur établissement. Ils sont suivis soit par des spécialistes, enfin la plupart du temps par des spécialistes dans certaines cliniques, par exemple, ou certains hôpitaux, et ils sont orientés là. Ils connaissent cet hôpital, et voilà. Parfois, dans des contextes particuliers, le confrère que je vais appeler va me dire, là, je peux pas, j'ai pris trop d'entrées là depuis 3 heures. Ce que tu me dis, faut pas que ça traîne trop, essaie d'appeler, voilà, on le reprendra derrière s'il faut, il rentrera dans notre service de spécialité, mais là, donc on temporise, et de gré à gré avec le patient et le service vers lequel on va l'orienter, on arrive à bien orienter nos malades. Stéphane Attal, dans votre région, vous travaillez avec les services d'urgence publics ou privés? D'abord, est-ce que vous avez les deux? On a les deux. Ça se passe comment? Ça se passe pour moi toujours très bien. C'est-à-dire que j'ai, entre guillemets, mon propre réseau de contacts. J'ai 2 cliniques qui peuvent prendre en charge les patients rapidement. J'appelle mes confrères libéraux, je leur explique souvent le cas. Et ceux-ci, généralement, me donnent une réponse, pouvoir rapidement prendre le patient dans les délais qui sont toujours, je ne vais pas le cacher, beaucoup plus rapides que parfois ceux à l'hôpital. Quand j'ai
pas la réponse adaptée, parce que ça peut arriver en fonction de la complexité des cas, comme l'expliquait mon confrère, j'ai recours au service hospitalier. Et là, je n'ai qu'une seule alternative, c'est l'orienter aux urgences, parce qu'une entrée directe dans un service adapté à l'hôpital, c'est impossible. Souvent pas possible. On se bat, nous, localement, depuis des dizaines d'années pour avoir ne serait-ce qu'un numéro de téléphone par service et sur ce numéro de téléphone, quelqu'un qui décroche. Ce n'est pas le tout d'avoir un numéro de téléphone s'il est au fond de on va dire, des toilettes. Ça ne sert à rien. Toujours sur l'hospitalisation privée, un certain nombre d'établissements de soins privés, de cliniques, ont demandé une habilitation pour recevoir des urgences qui a été refusée par les ARS. Et d'autre part, il y a dans ces établissements des médecins libéraux spécialistes qui, pour beaucoup, ne sont pas rémunérés en garde ou astreinte, contrairement à leurs confrères de l'hôpital public. Donc on voit bien que dans l'engagement des différents acteurs, il y a des niveaux de prise en charge qui sont relativement différents, pour ne pas dire inéquitables. Or, d'après ce que vous dites, en hospitalisation privée, ça va plutôt plus vite qu'à l'hôpital public. Disons que je les trouve, moi, beaucoup plus réactifs dans la réalisation des examens adaptés aux patients. C'est un peu le sens du reportage, voilà, Anthony. Pierre-Henri Jouin, vous avez le même sentiment ? Oui, j'ai le même sentiment, mais je veux quand même un petit peu pondérer. J'ai la chance d'être dans une grosse ville de CHU. On a des gros pôles de prise en charge hospitaliers. Et c'est plus rapide. Par exemple, il n'y a pas de crise aux urgences hospitalières à Lyon. Si, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, moi, en tant que médecin de terrain, quand j'ai besoin d'orienter un malade, par exemple, Stéphane l'expliquait, j'ai un téléphone qui s'appelle la hotline gériatrique. Et j'ai une équipe, et je sais si dans les 24 heures qui suivent, une équipe mobile gériatrique va venir voir le malade à domicile ou peut libérer un lit dans les 48 heures. Et vous arrivez à avoir le service d'urgence rapidement au téléphone ? Oui, assez, oui. Parce qu'on a des coupe-fils, on a des numéros. Et vous, Stéphane Attal, dans le DOUPS ? Nous, on fait le 15, et puis on attend le décroché. Oui, et alors ? Et alors, si j'ai de la chance, c'est dans les 30 secondes. Si j'ai moins de chance, c'est dans les 2-3 minutes. D'accord. Alors, justement, parmi les mesures qui sont annoncées par la ministre, Agnès Buzyn, en réponse à cette crise, il y a ce fameux service d'accès aux soins dont on parlait à l'instant, le SAS, service d'accès aux soins. Pierre-Henri Jouan, j'ai lu dans la presse que vous aviez refusé de participer aux premières auditions du SAS. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Parce que la politique de la chaise vide ne peut vous être que défavorable. Oui. Mais mon petit doigt m'a dit que vous y aviez peut-être un peu changé d'avis. Alors expliquez-nous. C'est un point de vue, la politique de la chaise vide. Non, nous avons eu notre assemblée générale à Lyon, SOS Médecins France, le 3 octobre, que j'ai eu le plaisir d'organiser et de mener. Nous avons été très souvent auditionnés, invités à réfléchir et à exposer nos propositions. Si je fais un rapide historique, pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, la mission Thomas Mesnier, la mission Vigier sur le... Non mais tout le monde a été auditionné par toutes ces missions, c'est pas une raison pour bouder quand même. Nous en avons été, très bien. À chaque fois, on a fait des propositions. On a vu également Nicolas Revel, le directeur de la CNAM, pour demander justement accès à certaines cotations. Ça, vous pouvez toujours demander à Nicolas Revel. C'est ça, qui n'était accessible qu'à la consultation ou qu'aux médecins traitants et pas à des médecins généralistes autres. On en a obtenu une, on a mis 3 ans et demi pour l'avoir. Et à un moment, on s'est dit, mais on a été auditionné par Thomas Mesnier et le professeur Carly en juillet. Il devait sortir un rapport avant la conférence de presse du 9 septembre de Madame Buzyn. Rien de ce qui a été exposé par SOS Médecins n'est repris dans ce rapport et on en arrive avec un service d'accès aux soins. Alors que, comme j'ai commencé à l'expliquer, on avait dit... Les CPTS, c'est votre texte, ça doit partir de l'existant déjà dans les mises en œuvre par certains endroits en France, alors que le directeur NACLAM, le directeur de cabinet adjoint de la ministre, son conseiller santé nous avait dit d'évidence, SOS Médecins, les soins non programmés, vous êtes dans cette mission socle des CPTS, vous en serez. Eh bien, par certains endroits, on n'en est pas, on en est soit exclu, soit à peine un prestataire avec qui peut-être on va établir une convention. Donc non, on avait tiré la sonnette d'alarme en disant
Prenez bien en considération ce qu'on vous dit, ne déshabillez pas Pierre pour habiller Paul, faites attention, le SAS devait être un numéro de prise en charge des soins non programmés, il y a un système qui fonctionne bien, et on le voit même avec mon collègue Stéphane en semi-rural, ça s'appelle la permanence de soins ambulatoires. Et maintenant ce SAS, c'est un numéro 24 heures sur 24. Très bien. Qu'est-ce que ça va être? Comment va-t-il être organisé? Nous, on a dit... Moi, j'ai entendu la ministre qui a dit tout est à construire et les professionnels doivent nous faire des propositions. Il faut que vous en soyez de ces propositions. Alors, justement, nous voulions avoir des garanties que ce qu'on va aller exposer à cette équipe projet qui avait été montée soit... Je rappelle qu'une équipe projet a été décidée. Elle comporte un responsable de SAMU, une infirmière de service d'urgence, 2 médecins libéraux, qui sont d'ailleurs des médecins de terrain, dont l'un des 2 est un médecin bien connu à la CSMF, puisqu'il s'agit du docteur Alain Prochasson, qui est très engagé sur la régulation libérale, sur la prise en charge des soins non programmés dans sa région de Lorraine. Oui, alors, pour compléter la réponse, Jean-Paul, je n'ai, moi, jamais eu une réponse favorable à une demande d'audition de la ministre. Voilà. Et à un moment, on s'est dit, mais on n'arrive pas à vous parler à Madame la Ministre, ça fait plus de 2 ans et demi qu'elle est nommée, on veut lui exposer, lui faire des propositions. Nous sommes rencontrés, nous avons rencontré tout un tas de partenaires institutionnels, mais elle, c'est pas possible, on ne peut pas lui exposer ce qu'on veut, on ne trouve plus ça normal. Et l'Assemblée Générale a dit, stop. Non, on ne va pas encore une fois aller, pour une énième fois, être auditionné pour que tout ce qu'on va exposer et proposer... Alors, nous avons, évidemment qu'on a... Ils se font prier, hein. Vous le savez. Non, c'est pas fait prier. On est rentré en contact de façon importante avec le cabinet de la ministre. Je ne vais pas vous dire qu'on a obtenu, mais voilà, avec l'idée d'avoir certaines garanties, au moins d'écoute et de reprise de nos considérations et de nos propositions. Et on s'est dit que, désormais, sous couvert de ces échanges avec le cabinet de la ministre, on allait aller à l'audition du nouveau rendez-vous qu'on nous avait fixé. Voilà. Vous le voyez comment, ce service d'accès aux soins? Je le vois comme quelque chose de... C'est louable comme idée, mais les médecins de terrain que nous sommes tous ici, c'est une faisabilité qui, pour moi, est très, très complexe. Nous ne voulons pas être, on va dire un terme, inféodé à un numéro. Nous voulons garder notre numéro d'accès. Nous voulons être articulés dans ce SAS, y être présents en tant que coordonnateur de la prise des appels et en tant aussi que effecteur de soins sur lequel seront orientés les appels. Parce que c'est notre expertise depuis 50 ans. On sait faire ça. Et... on est très 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 méfiant parce que, comme je vous l'ai dit, dossier CPTS, bien sûr vous en êtes, les premières qui se montent, on n'en est pas. J'ai bien entendu. Voilà. Donc, pour résumer, SOS Médecins est à la fois régulateur et effecteur. Stéphane Attal, en tant que médecin généraliste sur le terrain, comment vous imaginez ce service d'accès aux soins? Je rappelle quand même à tous les deux que le président de la République voulait, je ne suis pas sûr qu'il y arrive, un seul numéro unique à l'image de ce qu'on a dans d'autres pays comme les États-Unis, pour tout, les pompiers, le 15, le SAMU, le médecin, tout, un seul numéro. Ça me semble très très compliqué, nous restons très attachés à un numéro pour les médecins libéraux et pour la permanence des soins. J'ai une petite question, pourra se faire livrer du pain par ce numéro? Mais c'est pas exclu. Alors, comment vous voyez ce service d'accès aux soins plus sérieusement? Moi, comment je vois ce service? C'est-à-dire que j'y ai personnellement réfléchi dans le cadre d'une idée que j'avais eue pour travailler en co-construction avec l'hôpital Nord-Franche-Comté. Ça se passe bien avec le 15 de l'hôpital de Franche-Comté? Oui, ça se passe bien, on s'est parlé, on s'est discuté, on sait s'écouter. Vous êtes ensemble sur la régulation? On est sur le même plateau. Donc, et chacun son numéro? On a chacun notre numéro, mais on a des permanenciers qui sont communs et on peut très bien passer d'une régulation à l'autre régulation s'il y a besoin. Comment vous voyez ce service d'accès aux soins? Moi, je vois ce service comme étant la mise en œuvre peut-être d'un agenda, d'une base possible pour le patient, de trouver un soignant au plus proche de son domicile et de sa demande. On est tous en capacité de dégager 2 à 3 créneaux horaires dans la journée et de pouvoir les mettre à disposition. Seulement, on le fait tous chacun dans notre coin
Il n'y a rien qui est formalisé. Déjà. Donc, formalisons déjà ce qui existe. Mettons en œuvre un endroit où la personne pourra, je ne suis pas son médecin traitant, mais ce n'est pas grave. S'il y a besoin de mes soins dans l'urgence, dans le besoin immédiat, je suis là. Derrière votre idée que je trouve intéressante, ça se fait d'ailleurs dans un certain nombre d'endroits, on voit bien que la crise des urgences, elle est en grande partie liée à un dysfonctionnement de recours aux urgences de la part des Français qui vont à l'hôpital pour tout et n'importe quoi. Et il est évident que si la ville arrive à mieux s'organiser avec des plages de soins non programmés dégagés, ça pourrait aller mieux. Alors, par rapport au problème de la régulation, je voudrais rappeler les attentes de la CSMF sur ce sujet, où effectivement nous refusons une régulation par l'hôpital et nous demandons à ce que les soins non programmés soient valorisés correctement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il nous faut réorganiser la médecine de ville pour que des créneaux de consultation soient libérés ou ouverts aux demandes de soins non programmés, avec une valorisation financière. Et il faut créer un mode d'emploi du service d'accès aux soins qui soit lisible pour la population, qui soit simple, comprenant un numéro dédié à la continuité des soins et à la permanence des soins par les soins de ville, aujourd'hui le 116-117. Et je rappelle que 80% des appels qui sont potentiellement pris en charge par ce service ont vocation à trouver une réponse grâce à la médecine de ville, soit en termes de conseils, soit en termes de réponse en consultation ou en visite, qui aujourd'hui représente une prise en charge importante en matière de soins non programmés. Alors, également présenté dans la prise en charge de ces urgences hospitalières, il y a un acteur dont on a parlé à peine, c'est l'assurance maladie. Et aujourd'hui, nous souhaitons qu'un rendez-vous qui soit organisé avec un médecin généraliste H24 en soins non programmés fasse l'objet d'une valorisation, et donc ça pose le problème de la rémunération du médecin. Alors comment ça se passe, Pierre-Henri Jouan, pour SOS, puisque aujourd'hui d'abord, est-ce que vous utilisez un système de tiers payant pour votre activité en soins non programmés, pour vos visites à domicile, pour les gardes, entre guillemets, faites par les médecins libéraux? Est-ce que ça pose un problème? Et au niveau tarification, comment vous êtes valorisé? Est-ce que vous utilisez la nomenclature habituelle? Alors vous faites beaucoup de visites, mais en consultation dans vos points de prise en charge, comment ça se passe? Alors, nous sommes au tarif opposable secteur 1, donc au tarif sécu. Pas de secteur 2 chez vous? Aucun. Et donc, nous avons la consultation est à 25 € en horaire de journée, comme partout. Donc, dans vos points fixes de prise en charge des soins non programmés, 25 €. Voilà. Et vous faites que du soin non programmé? Oui. Dans ces points-là? On n'a pas de... Et vous renvoyez sur le médecin traitant? Alors, on réoriente, bien sûr, oui, tout partout? À fait. Ah oui, oui, oui. Ouais. On n'a pas de patientèle, oui, enfin, sauf à ce que je... Bon, écoutez, il y a 1300 médecins, peut-être qu'il y en a... Non, mais je comprends, je comprends. Une question, n'est-ce pas un risque, par exemple, pour les citoyens, de s'adresser régulièrement à SOS Médecins? Alors, j'allais y venir. C'est-à-dire de se fidéliser artificiellement aux soins non programmés pour leur réponse à leur demande de soins. Le problème, je pense que j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est sociétal. La démographie des médecins est en chute libre, la démographie de patients, enfin il y a encore 2 ans, on était le pays le plus fécond d'Europe, elle est ascensionnelle, l'espérance de vie augmente, c'est sociétal aussi, le médecin d'il y a 25 ans ne travaille plus 15 heures par jour. Il y a une féminisation de la profession. Vous n'avez pas le sentiment de répondre à une dérive un peu consumériste dans notre système? Eh bien, pas du tout. On est plutôt là en appui et en complémentarité, parce que il est effectivement de façon redondante. Moi, je dis aux patients, et d'ailleurs, oui, on les revoit, mais parfois je les revois tous les 12, 15 mois, pas toutes les semaines. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a le médecin traitant, il y a le spécialiste qui le suit, et quand il est à la peine pour avoir accès à son médecin traitant parce qu'il n'est pas là, occupé sur une autre mission, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une maison de retraite, par exemple, oui, on est là, on s'inscrit en complémentarité. On ne veut pas être médecin traitant. C'est vrai que, si vous voulez, le danger, ce serait une espèce de routine de « je ne me casse plus la tête, j'appelle SOS médecin ». Mais écoutez bien les chiffres. On attend beaucoup dans vos points fixes de soins non programmés? Pas beaucoup, non, parce que c'est sur rendez-vous.
C'est sur rendez-vous? Enfin, pas tous. Il y en a qui ont un flot d'appels, ils ont un routage par rendez-vous et aussi sans rendez-vous. Lyon, c'est que sur rendez-vous, par exemple. Donc, mais on n'a pas vocation. C'est une activité un petit peu nouvelle que vous avez développée, là. La consultation, c'est depuis 2002-2003 qu'elle est apparue dans nos structures. Elle s'est imposée à nous comme étant un moyen de protéger la visite, parce que je voudrais parler de la visite, comme vous me parliez des tarifs. La consultation, c'est une activité qui est venue en complémentarité aussi pour optimiser notre service médical rendu. Et pourquoi je dis protéger la visite? Dès qu'on a pu faire venir les patients dont l'état clinique ou dont la pathologie le permettait, pour éviter d'avoir du temps de voiture. Oui, c'est votre côté régulateur, en fait. C'est ça. Je vous donne un exemple de Lyon, le centre d'appel de Lyon, 290 000 décrochés, 140 000 actes. Donc oui, on régule, oui, on réoriente, oui, on appelle les médecins traitants, oui. Et oui aussi, on voit le malade, on fait un courrier au médecin traitant, on le réoriente avec colique néphrétique, on fait faire une écho, il ira faire les suites avec son médecin traitant. Si besoin, on est disponible, mais on n'est pas là on n'est pas des vecteurs de désengagement, comme il a été dit une fois. On est là en appui pour aider le système de santé. Et par exemple, la visite à domicile, vous parliez de débat avec la CNAM, la visite à domicile, elle est à 35 €. Donc c'est 25 plus 10, oui c'est ça. Eh bien le MD n'a pas bougé depuis 17 ans. Et l'indemnité de déplacement de PDS, on connaît ça par cœur. Non mais vous me demandez moi, qu'est-ce que... Non mais je sais bien. Pour éviter, non mais en amont, qu'est-ce qu'on peut faire? Le paiement à l'acte, le valoriser, revaloriser la visite à domicile. Parce que quand vous motivez un médecin à Mais là, voir... nous sommes d'accord, parce que nous pensons que la visite à domicile, aujourd'hui, c'est un argument de maintien des populations âgées à domicile, et c'est indispensable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le MD à 10 €, c'est pas possible, quoi. Non, mais en même temps, on veut financer les ambulances pour aller chercher les patients, bien sûr, et les amener, mais on ne veut pas rajouter bien sûr à la tarification. C'est quelque chose d'incohérent, quand même. Stéphane Attal, en ce qui vous concerne, vous faites du soin non programmé. Dans votre activité de jour au cabinet, vous êtes organisé pour ça? Vous avez des plages dégagées ou pas? Ou vous les prenez au fil de l'eau? J'ai un agenda complètement en ligne, totalement en ligne. Avec d'autres médecins? Il est partagé? Non, je suis tout seul. D'accord. Je suis tout seul. Donc vous avez des plages J'ai des plages horaires qui se libèrent à la dernière minute. Oui, mais c'est vous qui les libérez? C'est moi qui... Enfin, c'est fait automatiquement avec le prestataire qui m'a proposé de mettre des plages régulièrement bloquées jusqu'à, pas le cacher, minuit, le jour même. Donc à 0 heure, les plages se libèrent et les patients ont à disposition... Donc je vais sur le site de votre prestataire, ce soir jusqu'à minuit, et je peux avoir une plage de consultation demain avec vous. Voilà, sur une plage d'1 heure. Ou alors les patients m'appellent. Et c'est moi qui régule. D'accord. Et dans cette plage, elle est toujours couverte? Oh oui. Vous avez des actes qui sont mieux valorisés à ce moment-là, ou c'est tout pareil? Non, c'est tout pareil. C'est tout pareil. Vous trouvez ça normal? Non. D'accord. Non, parce que je ne veux pas le cacher. Malheureusement, on a toujours nos 3, 4, entre guillemets, rendez-vous non honorés par jour qui viennent perturber notre organisation. Bon. Certains de mes confrères vont dire oui, ça permet de souffler, d'éponger le retard. Peut-être. Sauf que si c'est 4 rendez-vous non honorés qui se font dans la même heure, c'est 4 prises en charge perdues. Que ce soit pour moi médecin généraliste, mais les spécialistes ont aussi leur propre, on va dire, lapin qui se voit imposer. Quand j'ai mes rendez-vous qui se libèrent, les gens viennent. Il est très rare d'avoir un lapin sur un rendez-vous de dernière minute. Bien sûr. Je rappelle que la CSMF demande à ce que ces soins non programmés fassent l'objet d'une valorisation particulière, quitte à trouver un système de régulation, et ce sont des choses qui peuvent tout à fait s'imaginer. On est en train d'arriver à la conclusion de cette émission très intéressante. On n'a pas du tout parlé des nouveaux outils de la télémédecine en particulier. 2 mots pour conclure, peut-être avec cette orientation-là. Stéphane Attal. Moi, je crois beaucoup à la télémédecine. Vous pensez que ça peut aider pour les urgences? Je la pratique. Vous avez commencé à en faire? Oui, oui. Je vais développer ça avec la présence, j'espère, d'un assistant médical. J'aurai 2 sites de consultation. Un site sur mon cabinet principal à Saône, un site secondaire à 60 km de là.
J'espère pouvoir... Vous êtes toujours dans le cabinet éphémère pour l'instant, mais qui va devenir plus ou moins permanent avec belle réussite. Un passage secondaire pour moi. Bravo. Et j'ai l'espoir de pouvoir travailler avec des infirmiers sur Pontarlier qui seraient d'accord pour venir assister à des consultations, les patients qui auraient besoin en visio de pouvoir me contacter. Pierre-Henri Jouan, un mot de conclusion. Nous sommes, nous aussi, dans notre virage numérique. Nous avons des logiciels métiers qui répondent à la retraçabilité, puisque acteur de la permanence de soins, tout est enregistré chez nous, au niveau phonique ou au niveau écrit sur les logiciels, motifs, diagnostics, examens. Première chose, nous avons demandé à pouvoir avoir la brise-glace comme les SAMU sur le DMP quand on intervient. Bon, il y a des modalités un peu particulières, ce n'est pas encore le cas. Bien sûr, nous avons aussi, donc, dans le virage numérique, intégré la prise en charge de rendez-vous en ligne, l'accessibilité via des applications web ou smartphone, en sachant juste que nos appels, ce n'est pas algorithmique. Il y a un certain nombre de motifs, pas tous, parce qu'il y a des motifs qui ne peuvent pas être pris en charge par le web. Et les fiches appels arrivent sur les écrans de nos centres d'appel. Elles sont ouvertes, lues, analysées par nos standardistes avant d'être validées. Donc elles correspondent toujours à un acte régulé. Et enfin, nous aussi, nous sommes en train de déployer. Alors, il y a donc une application Chapeau qui va router toutes les villes de France sur la possibilité d'accès à une web application. Et puis, évidemment, nous aussi, nous sommes en train de développer la téléconsultation qui sera un des services médicaux possibles à proposer aux patients, et effectivement avec des bonnes indications dans certains cas. Voilà. Très bien, je vois que la médecine libérale s'engage vraiment valeureusement dans le virage numérique de la santé. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci Pierre-Henri Jouan et Stéphane Attal. Merci à vous qui nous regardez. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le 27 novembre, toujours à 19h30, pour notre prochaine émission Univers Médecin. À très bientôt, bonsoir. Bonsoir.